Bon retour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale avec Monsieur Pierre Lorrain, président et chef de la direction de la compagnie Prometic Life Science. On est sur le point, on vient de resetter le sondage à zéro et pendant qu'on va s'entretenir avec Monsieur Lorrain, on va vous demander de voter pour ceux qui connaissaient avant la compagnie Prometic Life Science. Monsieur Pierre Lorrain, bonjour. Bonjour. Bon, je suis pas un spécialiste des compagnies de santé, puis je vous avoue que lorsque j'ai lu les rapports et tout ce qu'on m'a donné, j'ai trouvé ça extrêmement complexe. Je sais pas c'est quoi du PIB 1402 puis 4050 puis tout ça, puis c'est en langage très complexe. Et vous pouvez nous brosser un tableau simple. On a 15 minutes de show, il en reste 13. En gros, qu'est-ce que c'est PLI, puis pourquoi les investisseurs là à la maison, ils devraient investir là-dedans? OK, c'est une bonne question. En fait, Prometic, c'est un mot qui dit beaucoup ce que la compagnie. Prometic veut dire protéines mimétiques, donc mimiquer les protéines. On est fait d'une belle soupe de protéines puis d'eau. Et on fonctionne. Vous en fabriquez, vous en modifiez? On les attrape, les protéines. Ouais. On est un attrapeur de protéines avec des filtres spécialisés. Donc, on a deux créneaux d'activité dans notre société. On développe des petites molécules chimiques, des têtes chercheuses, qui ont l'habilité de reconnaître une protéine versus d'autres. Donc, dans certains cas, il y a des protéines qui sont valables. Insuline, par exemple. On traite des gens avec l'insuline. Quelqu'un qui fait passer l'insuline est diabétique. Donc, on prend de l'insuline qu'on donne à un diabétique. Ouais. Cette insuline-là qu'on prend, on le fait quelque part. Nos filtres viennent la capturer. On faisait ça à partir dont ça a pénicilline. Des pancréas de bœuf et de porc à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est fait de façon synthétique. Synthétique, OK. Donc, notre technologie de base, c'est vraiment à la fois soit développer des molécules qui vont être développées comme médicaments, mais ce qui génère des revenus présentement, c'est ces têtes chercheuses-là qu'on met sur des filtres pour rendre les filtres intelligents, reconnaître plus facilement, plus efficacement des protéines de valeur et d'en extraire à plus haut rendement. Donc, c'est vraiment application industrielle de notre technologie pour éliminer les pathogènes, éliminer les protéines qui sont toxiques ou absorber le plus de protéines valables. Donc, on se situe à ce moment-là, donc, au niveau de comment notre technologie joue un rôle là-dedans. On se situe dans la fabrication de médicaments à haute valeur, les biopharmaceutiques, donc les médicaments. Un comprimé comme le Valium, c'est synthétique. Un comprimé comme l'insuline, c'est biologique. C'est une protéine, c'est complexe. Donc, dans l'industrie biopharmaceutique, nous, on s'installe comme étant un facilitateur auprès de grands laboratoires qui utilisent notre technologie dans leur usine pour fabriquer leurs médicaments à partir de notre technologie. Vous avez des brevets sur ça? On a des brevets à nous, on a des brevets avec eux. Donc, on est vraiment... et là, c'est une nuance intéressante parce que moi-même, je suis pas l'inventeur de la technologie. Moi, j'ai été un angel qui est arrivé, puis finalement, j'ai travaillé avec ce groupe-là depuis la création. Mais ce que j'ai reconnu, c'est qu'une fois qu'un Glaxo ou qu'un Pfizer utilise notre technologie dans leur procédé approuvé par la FDA, notre technologie est locked in pour la vie de leurs produits. Donc, graduellement, au fur des années, on a établi des relations avec ces grands joueurs-là. On fournit nos filtres à l'intérieur de leurs procédés. Est-ce qu'il y en a certains de vos procédés qui sont inclus dans la production de certaines grandes pharmaceutiques? Ben oui, il y a présentement 12 produits approuvés par la FDA. Il y en a 28 autres en développement. On est vraiment dans un point d'inflexion, là, où finalement la preuve que la technologie fonctionne n'est plus à faire. Quand un Pfizer a investi 500 millions dans un développement d'un médicament qui est basé en partie sur ta plateforme technologique, à un moment donné, ça vient diminuer énormément le risque technologique associé à ce genre de procédé-là. Donc, c'est clair que la société a investi énormément. C'est un cycle de développement et d'un cycle de vie, le pharmaceutique, le biotech, très différent du high-tech ou très différent de beaucoup d'autres secteurs. Ça prend énormément de temps avant d'avoir une approbation, mais une fois que c'est là, c'est en place avec des revenus d'annuité pour 20 ans. Oui. Donc, c'est pas le même cycle. Non. Alors, au moment donné, il y a une époque, vous savez, quand il y a 15 ans, il y a 10 ans, les gens me posaient des questions, le marché était plus réceptif à un 5 ans avant que le produit soit approuvé. Aujourd'hui, le marché boursier regarde et c'est quoi que tu as pour moi demain matin? C'est du demain matin, du très court terme. Oui. Alors, le biotech, puis le biotech, puis le demain matin, là, il y a un certain disconnect. Hein? Donc, dans
notre cas, au moins, on a quand même une bonne une part d'investisseurs qui sont des gens qui aiment aussi investir sur un long terme, surtout quand on va aller dans certaines compagnies comme la vôtre. Les compagnies à 10 cents, ça fait peur de bien du monde. Puis par contre, ça intéresse bien d'autres personnes. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, écoute, on appelle ça des penny stocks, mais faut regarder s'il y a quelque chose en dessous. Quand il y a quelque chose en dessous, puis qu'il y a un gros potentiel à long terme, normalement, on va acheter au moins un peu de ces actions-là sur les creux parce qu'on n'a pas grand risque. C'est pas une minière. Puis il faut comprendre, là, on sort un peu du fondamental. Donc, si je peux me permettre, là, la raison pour laquelle on était dissous. Ben, c'était ma question. Oui. Parce que en août 2008, on approche de la date fatidique du fameux creux de septembre 2008. En août 2008, on a un des meilleurs investisseurs et meilleurs performeurs en biotech aux États-Unis, M. Patrick Soon-Shiong, qui a investi dans notre compagnie à 47 sous. OK? Le 3 septembre 2008. 6 semaines plus tard, on trade à 8 sous. Oui, mais là, c'était tout le marché qui est tombé. Tout le marché qui est tombé. On avait énormément de hedge funds qui étaient actionnaires chez nous, des institutions financières qui bustaient à toutes les demi-heures. OK? Donc, liquidation assez incroyable du titre. Donc, c'est clair que à un moment donné, c'était la peur du risque. La peur du risque, mais à un moment donné, il faut revenir sur les gens qui font une revue diligente de 6 mois avant d'investir, qui regardent le fondamental, puis qui investissent, qui sont prêts à payer 47 sous. T'es déjà un 5 fois la valeur qu'on trade aujourd'hui. Puis d'après vous, là, par rapport à la situation de la compagnie en 2008, là, avant qu'elle tombe, là, comme toutes les autres compagnies, là, par rapport à ce que vous étiez là, au milieu 2008, là, la compagnie, maintenant, est-ce qu'elle a beaucoup progressé? Ben, elle a énormément progressé. Et de quelle façon la compagnie progresse? C'est qu'il y a de plus en plus de grands joueurs qui adoptent notre technologie. Et ceux qui ont adopté notre technologie, qui eux-mêmes arrivent près de leur propre approbation à la FDA. Donc, nos revenus sont en point d'inflexion. On a déjà donné des guidance. Vous pouvez voir tout de suite la deuxième moitié de cette année. On prévoit juste avec une de nos divisions en Angleterre des revenus de 6 millions de dollars. Il y a une reconnaissance d'un revenu d'un deal avec Celgene qu'on a fait en mars qui devrait affecter un autre 6 millions sur le top line. Donc, on parle de 12 millions de revenus en deuxième moitié d'année. C'est plus que toute l'année passée. Donc, vraiment une grosse progression au niveau des revenus sur des produits qu'on fournit à des multinationales. Là. C'est pas du peut-être. Là. Avez-vous de l'argent dans le moment? On n'a pas un bilan qui rassure. Pourtant, on a 3 ans d'historique d'avoir navigué à travers les alligators. Vous êtes en recherche. Si vos revenus comblent pas vos dépenses, puis vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça sent le partenariat forcé ou une émission à un prix que vous n'auriez pas intéressé d'émettre à 12 cents. Et là, c'est là qu'il faut venir se rassurer sur le mouvement et les gestes que certains de nos stratégiques ont posés. Pour certains joueurs, nous prêter de l'argent à 5% d'intérêt, remboursable sur livraison de produits dans le futur, ça envoie un message. Ça veut dire que ces joueurs-là disent hey, c'est beaucoup moins cher pour nous de financer Prométique, alors que beaucoup de biotech avaient un gros problème de trouver du financement. C'est normal. Nous, on se finançait à même nos partenaires qui disaient 10 millions, 4 millions. Octopharma nous a avancé 4 millions à 5% d'intérêt. Abraxis, Celgene, un autre 10 millions qu'on vient de renverser dans une transaction où il augmentait les droits pour un produit. Donc, une licence. On parlait de 100 brevets tantôt. Une application pour un de nos brevets. Mais vous les repayez vous les repayez même pas en argent. En discount sur la fourniture de produits à long terme. Donc, les gens, quand ils regardent le bilan, il faudrait qu'ils lisent les notes aux états financiers. Ouais. Parce que les notes, là, ils vont venir expliquer que j'ai une dette envers qui? J'ai une dette envers 2 stratégiques qui est repayable sur un long terme. J'en ai une qui est différée, c'est un revenu différé, donc c'est pas vraiment une dette. Puis l'autre, c'est des actionnaires de long terme qui ont à peu près 30 millions d'actions dans la compagnie. Ils sont pas intéressés à yanker la chaîne, comme on dit à mon Québec. Il y en a combien d'actions émises dans la compagnie? 375 millions d'actions émises présentement. C'est un peu ça aussi le problème. Oui. Ça fait toujours peur des gens. Par contre, comme vous l'avez dit tantôt, quand vous développez un produit, ça peut être exponentiel. S'il est bon pour puis vous l'avez pas donné en exclusivité. C'est clair que notre division, une de nos divisions, qui est la moins excitante, parce que c'est boring, là, vendre des filtres, là. C'est pas celle qui offre le plus gros swing. Mais juste celle-là, ça va vers $1, $1.50 sur les bénéfices d'ici 2 ans que cette compagnie va dégager. Pour tout le groupe, juste cette division-là. Alors, comme vous dites, le fondamental, là, il est là.
C'est bien intéressant. C'est sûr que le Bonanza, c'est ce qu'on fait à Laval ici, avec l'usine qu'on vient de sécuriser pour un long terme, 20 ans, avec l'INRS, l'Institut national de la recherche de santé, où on va fabriquer ici, pour la première fois, donc au Québec, des produits dérivés du plasma. Donc, c'est une industrie qui est méconnue. Quand on donne du sang, nous, à Héma-Québec, Héma-Québec sépare les globules rouges, les plaquettes, le plasma. Le plasma, là, c'est comme l'or noir, ça. Dans le plasma, vous avez toutes sortes de protéines qui est revendue par les Baxter de ce monde. Notre technologie qui est prouvée pour avoir des meilleurs rendements d'extraction va être mise à l'échelle dans cette usine-là. Donc, ici au Québec, on va exporter des produits vers les États-Unis, vers la Chine. Notre partenaire chinois qui, lui, met déjà notre technologie à l'échelle. Là. Ce qui se passe en Chine, c'est absolument phénoménal. On peut en lire, mais aller visiter ça, tu reviens un homme totalement transformé. Ce qui se passe là-bas, c'est absolument démentiel. Oui. Mais ils ont les problèmes qu'ils ont avec, ils sont tombés en bear market. Ah, c'est clair. Mais pour nous, pour une petite entreprise, de signer des contrats là-bas, c'est sûr que ça peut être géant. Ah non, comment comparez-vous votre compagnie avec, exemple, Noveco, qui font aussi des filtres, eux? Ouais. En fait, nous, on est vraiment dans un marché niche, là. Donc, c'est vraiment un marché très, très, très pointu. On arrive avec une solution qui fait que sans ça, tu n'auras pas l'approbation FDA. Tu n'auras pas l'approbation FDA en Chine. On vient régler vraiment un problème pointu. Donc, c'est pas du mass market, c'est vraiment du business to business. Okay? Donc, on travaille avec des grands joueurs qui ont l'équipe pour valider notre technologie puis la mettre en place. Donc, on ne sera pas une compagnie qui va avoir 3000 clients là, à 2 millions chaque. On va être une compagnie avec 50 clients à 20 millions chaque. C'est un autre genre de business model. Pour vraiment normaliser le modèle d'affaires, c'est un peu comme si on avait découvert le velcro. OK? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est du velcro. Mais le velcro, ça peut aller sur des couches, ça peut aller sur des bottes de ski, ça peut aller sur d'équipements camping, d'équipements militaires. Donc, à chaque fois, on cède une licence avec l'utilisateur qui va avoir une exclusivité dans son champ d'action avec un supply agreement. Donc, il ne peut pas aller nulle part sans qu'on fournisse le velcro. Et puis nous, nos ventes augmentent aussi au fur et à mesure qu'ils vendent de plus en plus de couches, de plus en plus de bottes. OK? Donc, on a vraiment une plateforme qui est élargie sur plusieurs applications commerciales dans le domaine de la santé. Donc, c'est dur à ce moment-là. Ça devient, je vous écoutais tantôt, ça devient le vrai fonds mutuel dans le biotech, dans le fond. Moi, je suis tellement investi dans Prométhique, mon courtier me disait, hey, diverti, je suis complètement diverti via Prométhique parce que je suis à travers 38 compagnies déjà. Là-dessus, je vous comprends. Écoute, regarde, moi, j'ai cette compagnie-là ici depuis 25 ans. J'ai dédié ma vie à cette compagnie-là. Ça fait qu'on peut pas s'investir plus que ça. C'est ça. Mais puis c'est normal aussi de croire à vos affaires. Il nous reste dans la dernière minute. Dites-moi, là, franchement, y a-t-il des possibilités de nouvelles émissions dans les prochains temps? Écoutez, si vous regardez notre comportement, la tendance fait en sorte que les années 2005 et avant, où on devait lever 25-26 millions pour financer la recherche et le développement, c'est fini ça. On a un EBITDA qui est vraiment en croissance impressionnante. On parle aujourd'hui d'un besoin d'environ 3-4 millions pour closer le gap entre nos revenus, le cash flow dégagé par nos revenus et les besoins. Okay, donc notre marge de manœuvre est beaucoup plus petite. Puis avec une deuxième moitié d'année qui génère du cash flow positif, donc on a à peu près tout essuyé les pertes de l'année dans la première partie de l'année. Okay? Donc, besoin financier, on en a toujours parce que ça serait une question d'améliorer le bilan, mais pas de là faire des émissions à tout casser. Non. Monsieur Lorrain, malheureusement, on a déjà terminé. On peut dire que 25% de nos auditeurs vous connaissaient, puis le 75% qui vous connaissaient pas, maintenant vous connaissent. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. On va suivre votre compagnie de près. Merci.